Pantani, Ulrich et Virenque dans l'ordre, des centaines de milliers de spectateurs frôlés par les coureurs. La 13e étape du Tour de France à l'Alpe d'Huez n'a pas déçu. Une fortune impressionnante, libérale et conservateur, Jimmy Goldsmith est mort d'une attaque cardiaque à 64 ans. Une nouvelle occasion pour le processus de paix en Irlande du Nord. Les nationalistes catholiques de l'armée républicaine irlandaise rétablissent le cessez-le-feu. Le conflit en Ulster a fait plus de 3000 morts en 25 ans. Site exceptionnel pour répertoire classique, Roméo et Juliette dans le cirque de Gavarnie. Madame, monsieur, bonsoir. Et l'Italien est parti. Pantani, sans une seconde de répit, a parcouru seul les derniers kilomètres de la montée de l'Alpe d'Huez. L'Allemand Ulrich a suivi, puissamment, mais sans réussir à revenir. Le Français Virenque, 3e, fait néanmoins une bonne opération au classement général. Comme à chaque fois dans cette ascension que l'on veut mythique, les spectateurs par centaines de milliers. Claire Reynaud, Jean-Paul Chausset. La montée de l'Alpe d'Huez, c'est l'une des routes les plus mythiques du Tour de France, avec ses 21 virages, ses 1200 mètres de dénivellation et surtout son public. Aujourd'hui encore, près de 200 000 personnes sont venues s'agglutiner tout au long des 14 km d'ascension. Des spectateurs surexcités, comme les membres du fan club de Richard Virenque, venus tout droit du Var, et qui ont donné de la voix toute la journée. À égalité, sans doute, avec les supporters danois de Bjarne Riis. Mais ce sont finalement les suppliques des tifosi qui ont été entendus. Car c'est Marco Pantani qui a lancé les hostilités en s'échappant dès les premiers kilomètres de la montée en compagnie de Richard Virenque et de Jan Ulrich. Non sans avoir semé auparavant Bjarne Riis, incapable de s'accrocher à ce wagon de grands grimpeurs. Plus haut dans la montagne, on a suivi cette échappée avec beaucoup d'attention. Mais dans le clan français, malheureusement, la mauvaise nouvelle est tombée. À 7 km de l'arrivée, Richard Virenque s'est fait lâcher. Jan Ulrich, lui, a résisté quelques minutes de plus avant d'abdiquer à son tour, et Marco Pantani a continué sa chevauchée fantastique en solitaire, ou presque. Car dans les 3 derniers kilomètres de la montée, le public s'est véritablement déchaîné. Une foule compacte, presque impossible à écarter, dans laquelle il était parfois difficile de trouver son chemin. Marco Pantani, lui, a gardé le même cap jusque l'arrivée, pour s'imposer avec 47 secondes d'avance sur Jan Ulrich et le double sur Richard Virenque. C'est ce même trio que l'on retrouve bien sûr sur le podium. Jan Ulrich conserve le maillot jaune avec plus de 6 minutes d'avance sur Richard Virenque et 8 sur Pantani, mais la bataille est loin d'être finie. Demain, la fête de la montagne continue avec 150 km à parcourir entre Bourdoisan et Courchevel. Le public a promis d'être au rendez-vous. Dans le personnage de Jan Ulrich, tous les ingrédients qui font germer les légendes. Pour l'anecdote, l'anneau à l'oreille. Pour les qualités, une volonté de faire et une belle maturité reconnue par tous ses pairs. Pour l'histoire, l'école des sports de l'ancienne Berlin-Est. De ce champion, les Allemands font donc un héros. Jean-René Godard, Alain Poirier. Jan Ulrich est le 6e coureur allemand de l'histoire à porter le maillot jaune. Il est le premier à pouvoir gagner le Tour et à déclencher un tel phénomène médiatique. L'Allemagne, si puissante dans tous les domaines, a dû attendre 94 ans, le Tour a été créé en 1903, pour découvrir une véritable marée jaune. Tous les Allemands sont maintenant fous de cyclisme et on attend les premières victoires d'un Allemand sur la Champs-Élysées. Mercredi après-midi, plus de 6 millions d'Allemands ont regardé la télévision, plus que pour le grand journal d'information du soir. Jan Ulrich gagne sur tous les terrains, en montagne au sommet de la principauté d'Andorre, contre la montre à Saint-Étienne, où il rejoint et dépasse Richard Virenque. On a beaucoup de chaînes télévision privées qui sont venues, et anciennement, ils ne sont pas été ici. Et des journaux, tu as des journaux, on ne connaît pas. En 48 heures, 200 journalistes et photographes sont arrivés sur le Tour en quête d'une accréditation. De la folie. Les Allemands avaient Steffi Graf, Boris Becker, Michael Schumacher, le Bayern de Munich. Ils ont maintenant le phénomène de la génération cycliste, le champion de l'an 2000, Jan Ulrich.
Suite de l'actualité, de la moutarde à Mora, puis d'un empire agroalimentaire à la politique et à un combat anti-Maastricht, de la Générale occidentale et de l'Express au libéralisme et à l'écriture, Jimmy Goldsmith, ce franco-britannique dont la fortune est estimée à plus de 5 milliards de francs, est mort d'une crise cardiaque. Il avait 64 ans. Marie-Pierre Farkas. James Michael Goldsmith, petit cuisinier de 20 ans dans un palace, se bâtit un empire, se lance dans la politique. Cela, c'est la légende. C'était un requin, un grand requin, avec un incontestable génie de la finance. L'homme qui prévoit le krach de 87 et empoche 15 milliards de francs lourds, le joueur qui lance des OPA en empruntant à 20%, le milliardaire dont toute l'Europe envie le flair, c'est Sir James Goldsmith, jusqu'en 90. Les nations ne vivent pas, ils vieillissent et ils meurent, surtout s'ils se trompent. Et actuellement, ce que nous sommes en train de faire est un véritable danger pour l'Europe. Ça ne peut pas continuer comme nous allons. En 1994, le grand argentier s'offre une campagne à la mesure de ses convictions anti-Maastricht. Il est avec Philippe de Villiers le défenseur d'une autre Europe. 12% des suffrages, un siège à Bruxelles. Quand il a fait de la politique, il l'a fait pour des causes, par rapport à ses convictions. Il l'a pas fait pour faire carrière. Ce fils d'un député anglais, d'une maman française élevée à Eton, déstabilise une dernière fois le monde politique britannique en présentant 550 candidats sous la bannière de son parti du référendum. 3% des voix, mais un hommage ce soir de Margaret Thatcher, qui salue le départ d'un grand ami. Jimmy Goldsmith aimait les belles maisons, il en laisse 5. Il adorait les femmes, il en eut 4. Les 3 dernières l'ont veillé toute cette nuit à Marbella, jusqu'au dernier soupir. L'Europe centrale a continué aujourd'hui de subir d'importantes pluies. En Autriche, les autorités ont ordonné de nouvelles évacuations. Les crues touchent également l'est de la République tchèque, ainsi que le Caucase russe. Les inondations sont stabilisées, mais les prévisions restent alarmistes. La situation est identique en Pologne. Partout, on consolide les digues de l'Oder. Le dernier bilan fait état dans ce pays de 49 victimes. Et puis nos envoyés spéciaux Thierry Curté et Pierre-Emmanuel Luneau se sont rendus dans la ville de Krosno, en Pologne. La crue se déplace lentement. La décrue est encore plus longue à venir. Ici, dans l'ouest de la Pologne, l'Oder est à son maximum depuis 3 jours. 500 000 hectares sont recouverts d'eau. Dans le sud, 140 000 personnes ont été déplacées. La moitié seulement a pu regagner des foyers dévastés. Krno est plus en aval. La petite ville a vu arriver l'inondation. Une partie de ses habitants a été évacuée. Zofia Zeyer, elle, a préféré rester chez elle. J'habite ici, à 27 ans, et l'eau, oui. Première fois. Première fois. Elle est née en France. Elle rassemble ses derniers mots de français pour nous dire comment les habitants de Krno ont dû attendre que l'Oder dévaste le sud avant que l'armée ne leur porte secours ici. Est-ce que l'armée vous aide beaucoup? L'armée, ben c'est pas l'armée. C'est pas l'armée? Non, Sancheji. Ce sont des gens d'ici? Oui. En fait, ici, on s'est organisé un peu tout seul. La solidarité a permis de réquisitionner quelques barques et minuscules canots pneumatiques. Et lorsqu'un jeune homme vient nous parler de l'organisation des secours, la police vient contrôler son identité. Plus personne ensuite ne nous adressera la parole. En fait, l'armée ici a apporté les sacs de sable et tenté de renforcer les digues. Ce qu'elle n'a pas eu le temps de faire dans le sud, elle a été alertée trop tard. Autour des principales villes, pour l'instant, les digues tiennent. Mais il s'est remis à pleuvoir et cela devrait durer 3 jours. Il y aura donc une deuxième crue. Ici, l'eau n'aura pas eu le temps de se retirer. À l'étranger, le soldat jordanien qui avait tué avec une arme automatique en mars dernier 7 collégiennes israéliennes a été condamné à la prison à perpétuité avec travaux forcés par le tribunal militaire d'Amman. Le juge a estimé que le crime perpétré par l'accusé, que l'on voit ici lire le Coran, est volontaire mais non prémédité. Le procureur avait requis la peine de mort.
En Afrique de l'Ouest, au Libéria, 700 000 électeurs ont voté aujourd'hui pour un président et une assemblée, un an après un cessez-le-feu qui a suivi 7 ans de guerre civile. Dans ce pays de 3 millions d'habitants, il y a 13 partis en lice. Parmi les observateurs internationaux, l'ancien président américain Jimmy Carter, et parmi les candidats à la présidentielle, Charles Taylor, qui avait déclenché la guerre civile contre le régime dictatorial. Il fait figure de favori. Une femme d'affaires, Madame Johnson Sirleaf, 58 ans, pourrait, vous l'avez vu sur ces images, jouer les troubles fêtes. Au Kenya, 7 Rwandais, dont un ancien Premier ministre soupçonné d'avoir participé au génocide des Tutsis de 1994, ont été arrêtés à Nairobi à la demande du tribunal pénal international pour le Rwanda. L'Irlande du Nord s'inscrit à nouveau dans une logique de paix. À partir de dimanche midi, l'IRA rétablit un cessez-le-feu proclamé en août 1994, mais gangréné depuis par de nouveaux attentats. À Londres et Dublin, on affiche la satisfaction. Les unionistes protestants doivent maintenant se prononcer sur une négociation qui devrait reprendre en septembre et qui associera le Sinn Féin, la branche politique de l'IRA. Jean-Marc Ilouz. Bernadette Martin sera-t-elle la dernière victime de 28 ans de conflit en Irlande du Nord? À son enterrement ce matin, c'était le seul espoir de ses parents et de ses 4 frères et sœurs. Bernadette était catholique, son petit ami était protestant. Mardi, en sortant de chez lui, elle avait été exécutée par un groupe extrémiste protestant. Ce cessez-le-feu, c'est autant la tristesse de la famille Martin qu'une nouvelle chance pour l'Irlande. Conférence de presse de Gerry Adams, chef du Sinn Féin, l'aile politique légale de l'IRA, l'organisation clandestine des nationalistes irlandais, partisans d'un rattachement à la très catholique République d'Irlande du Sud, celle de Dublin. Les catholiques minoritaires appartiennent donc au camp dit républicain. Ceux-ci sont les loyalistes, protestants, majoritaires, partisans du maintien de la présence britannique en Irlande du Nord. Pour la première fois la semaine dernière, ils avaient volontairement modifié le trajet de leur défilé historique pour éviter les quartiers catholiques et surtout de nouvelles échauffourées comme celle-ci, voilà 2 semaines à peine. Ce cessez-le-feu surprise sera, je cite, sans équivoque, promet l'IRA, à condition qu'il s'agisse d'un cessez-le-feu authentique sur le terrain. Les négociations pourront reprendre, explique avec espoir Tony Blair, le nouveau Premier ministre britannique. Mais ce soir, les protestants unionistes restent méfiants. Pour négocier, Londres n'a plus exigé de désarmement préalable. Tony Blair aura fort à faire pour les convaincre de rester à la table de négociation. Organisme fatigué et homme stressé, on le savait, on a pu le constater par l'image avec la liaison vidéo établie dans la matinée avec la station orbitale Mir. Le centre de contrôle russe a annoncé le report des réparations jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle équipe. Ce chômage technique, si l'on peut dire, déçoit le commandant Sibliev et ses 2 compagnons. France 2 à Moscou, Jean-Claude Alanic, Éric Mézy. Attentifs, tendus, crispés, les 3 cosmonautes de Mir ce matin. La fatigue et la déception se lisent sur leur visage. Depuis l'épisode de la prise débranchée par erreur, c'était leur premier contact vidéo avec le centre de contrôle. Du côté de la station, ça va beaucoup mieux. Système d'orientation rétabli, batterie rechargée, température redevenue normale, la crise a été surmontée. Mais quand on a annoncé aux 3 hommes que c'est un autre équipage qui serait chargé des réparations liées à la collision de juin, ils se sont sans doute sentis désavoués. Même si on leur a expliqué, avec toute la psychologie nécessaire, qu'ils étaient vraiment trop fatigués pour bien travailler. Nous leur avons dit, vous l'équipage, vous avez réalisé beaucoup de choses, et il y a une grande quantité d'enseignements à tirer de cette expérience. Il faut donc maintenant cesser de se culpabiliser. Ces bonnes paroles ne seront pas suffisantes pour Vassili Tsibliev. Déprimé, le commandant de bord souffre aussi d'arythmie cardiaque, il est sous calmant. Déjà, sur ces images de mardi, avant le dernier incident, il était malade. Il faut dire qu'il vit depuis 6 mois une véritable galère avec 2 accidents qui ont frisé la catastrophe. D'abord un incendie, puis la collision avec le cargo Progress. Le tout vécu dans une chaleur moite ou des températures glaciales. De quoi craquer et, paradoxalement, d'appréhender le retour sur Terre. Après le vol, c'est la tradition. Les cosmonautes sont accueillis à la Cité des Étoiles en fanfare et avec des fleurs. Pour Tsibliev, il risque d'y avoir des épis dans le bouquet, car les responsables russes n'admettront jamais que la station vieillit mal et qu'il faudrait l'abandonner. Les Russes feront tout pour bricoler Mir et la maintenir en service encore pendant 2 ans, jusqu'au lancement d'Alpha,
la prochaine future et super station internationale construite avec les Américains, l'Agence spatiale européenne et les Japonais. Les hommes de Mir et les robots de Mars, dans le contexte du travail qu'effectue sur la planète rouge l'engin Rocky, le portrait d'une planétologue française salariée par la NASA. Son métier consiste à établir la carte des planètes et à déterminer, c'est le cas dans la mission Pathfinder, le lieu où peuvent se poser les modules. Reportage à Pasadena, Maryse Burgo. Un laboratoire de recherche de la NASA près de San Francisco. Avec son équipe, elle travaille en anglais. Mais elle est bel et bien française. Nathalie Cabrol, salariée de la NASA, vient tout juste d'établir la liaison avec son robot. Pas celui qui vient d'être envoyé sur Mars, mais un autre qui se balade sur Terre aux confins du Chili, dans le désert d'Atacama. De superbes images, son métier, c'est de les analyser. C'est quand même, je dirais, un acte fantastique. Vous avez une commande, vous avez un clavier ici et quelques secondes plus tard, vous avez un robot qui obéit à votre commande et qui va pointer ses caméras dans la direction que vous lui demandez. Pour moi, c'est une extension de la pensée humaine et je trouve ça fabuleux, que ce soit quelques milliers de kilomètres comme au Chili ou que ce soit 200 millions de kilomètres comme sur Mars. Nathalie Cabrol est aussi une spécialiste de l'exploration de Mars. Avec d'autres, c'est elle qui a décidé à quel endroit précis devait atterrir la sonde Pathfinder. Un jour, dit-elle, c'est sûr, les hommes atterriront à leur tour sur Mars. Le robot, lui, doit attendre que nous lui envoyions les signaux que vous avez vus avec d'autres robots. Et puis, en plus, il n'a pas l'expérience. Si même vous pouvez lui mettre en mémoire, je dirais, des balises pour qu'il puisse reconnaître des paysages ou des types de roches, il n'aura jamais l'expérience qu'un homme peut accumuler au cours de son existence. Pour préparer l'éventuelle arrivée des hommes sur Mars, Nathalie Cabrol est aujourd'hui chargée de cartographier cette planète, ce qui, selon elle, prendra tout de même beaucoup de temps. Et si vous demandez aux géologues terrestres s'il est long de faire la cartographie de la Terre, vous aurez une idée de la réponse pour ce qui concerne Mars. Une chose semble donc très claire. Nathalie Cabrol continuera de travailler pour la NASA. Il n'est nullement dans ses projets de rentrer en France. Fait divers dans le Var, un incendie a détruit au sud de Brignoles 150 hectares de pinèdes et de garrigues. Françoise Vallée, Gérard Gallian. Toute la journée, les pompiers ont lutté contre cet incendie qui s'était déclaré cette nuit dans l'arrière-pays varois, sur la commune de Caen-la-Source. 300 pompiers, 6 avions et 2 hélicoptères bombardiers d'eau ont été nécessaires pour encercler le feu et l'empêcher de progresser. La zone est heureusement inhabitée mais difficile d'accès. Malgré le Mistral, vers 17h30, l'incendie a été maîtrisé. C'est le premier gros incendie de l'été dans l'arrière-pays varois. Près de 150 hectares de pinèdes ont été détruits. En bref encore, la fin du conflit au Midi Libre. La direction et les grévistes ont signé un accord qui prévoit notamment la reprise du travail lundi après un conflit de 26 jours. Catherine Trottmann juge catastrophique la situation du ministère de la Culture, laissée, dit-elle, par ses prédécesseurs. De fait, dans son domaine de compétence, la ministre a dû avaliser des annulations budgétaires sans précédent sur un seul exercice. À Avignon, elle a estimé que le chiffre symbolique de 1% du budget de l'État consacré à la culture pourrait être atteint en 3 exercices budgétaires. Le ministre de la fonction publique et de la décentralisation, Émile Zuccarelli, adresse sa démission de maire de Bastia au préfet de Haute-Corse. L'actualité de l'été, avec dans le contexte d'une crise de l'édition soulignée particulièrement cette année, une initiative originale de la Bibliothèque centrale de Près du Pas-de-Calais, offrir directement sur les plages livres et lectures. Marianne Mas, Dominique Mas. La ruée vers lire, vers l'or de la bibliothèque. Depuis une semaine à Blériot, les livres sont sortis en bord de plage. On peut emprunter ou consulter sur place. Moi, j'aime lire, alors je prends le temps de lire. J'aime bien presque tous les livres, comme des dictionnaires. J'aime bien les dictionnaires? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de trucs qu'on cherche et puis qu'on ne sait pas. Le but, c'est de donner le goût du livre pendant l'été et l'envie, à la rentrée, de s'inscrire dans une bibliothèque. Le prêt est donc gratuit et accessible à tous.
y en a qui ont l'habitude de lire déjà tout le long de l'année, donc pour eux c'est tout à fait normal de prendre un livre pour les vacances. Il y a ceux qui l'oublient et qui sont bien contents de nous trouver. Il y a ceux qui n'y avaient pas pensé et qui trouvent que finalement c'est peut-être pas une mauvaise idée. Tu la sors si tu veux. Trouver des livres sur les plages, c'était pas évident au départ. Alors que là, il y a le choix. Et puis ça a permis surtout à ma femme de lire, qui ne lit jamais. Un matin, je m'arrêtais parce que j'arrivais dans un nouveau royaume. Et je m'arrêtais parce que j'avais reniflé les odeurs. Ouvrir l'appétit du livre, ça passe aussi par les oreilles. Les histoires, elles peuvent secouer un petit peu, même parfois, les enfants, ça dépend de ce qu'ils vivent à côté. Mais on trouvera toujours quelque chose dans une histoire qui fait écho à quelque chose, à une demande qu'on a en nous. Il était une fois dans la forêt. Ce jour-là, l'histoire parlait de monstres et d'araignées, un univers bien loin de la plage et de son insouciance, de quoi en tout cas faire rêver jusqu'à la rentrée. En Bretagne, le temps de la saison touristique, un marin-pêcheur abandonne son activité principale au filet pour initier à une pêche plus traditionnelle les estivants. Vincent de Guyenne, Raymond Chaplard. La Bretagne se réveille et dans le port de Saint-Cas, quelques hommes se préparent. Le marginal part à la pêche à la ligne. En hiver, c'est pour la coquille Saint-Jacques que Franck prend la mer. Mais depuis 6 ans, quand les beaux jours arrivent, il se tourne vers le tourisme et désarme son bateau. Ça signifie que les affaires maritimes nous autorisent à emmener des passagers à condition de ne pas pratiquer de pêche professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pratique que la pêche douce à la ligne. Bon, allez, on va essayer là un petit peu. Hein, deux d'un bord, de l'autre, ouais, essaye par là. Les clients du jour, un imprimeur parisien, un médecin retraité et un jeune biologiste de l'aquarium de Saint-Malo. Ah oui, j'ai les mêmes œufs qui ont attaqué. Les 3 premiers maquereaux seront pour lui. Allez, hop. Le poisson est facile à pêcher, il servira d'appât tout à l'heure. L'ambiance s'installe, le pêcheur se détend. Super sympa, c'est un moyen de décompression totale. Vous avez la mer, vous avez le calme, vous oubliez tous vos problèmes. Mais il s'agit de passer aux choses sérieuses. 10h15, c'est l'heure où la mer est étale, pas de vagues, pas de courant. L'heure de pêcher le congre au-dessus du caillou dont Franck a le secret. Bon, on va être Jean-Paul au gros. On va vous mettre au gros aussi, hein, comme vous avez la main heureuse. On va essayer. Pour 250 francs, Franck fournit les cannes, les appâts et les conseils d'un professionnel. Alors, il faut toujours mettre le pouce derrière. Hein. Ici, c'est l'embrayage. On ouvre et on laisse partir pour éviter justement de faire des périplats. Là, je vais mettre une sèche pour lui et puis de l'autre côté, on va mettre un maquereau. Alors, on va varier le menu pour voir sur quel appât ils sont friands ce matin. À l'avant, le médecin préfère se consacrer aux petits poissons, car pour lui, le congre est trop pugnace. Allez, vas-y. Tu crois que c'est quoi, là? Ah, bah, je pense que c'est un congre. Il tire, regarde comme il tire, là. Ça sonde, ça sonde. Ah, si, c'en est un. Doucement. Ouais, c'est un petit. Ah, c'est un fouet. Ah, c'est un petit fouet, tu vois. C'est un petit fouet. Quand il y a la touche, il commence à remonter, c'est super. Tiens, tu veux le remettre? T'as surtout peur de le perdre. Allez, on va le remettre à l'eau. Vas-y. Allez, vas-y, lâche. Trop petit. Chance, hein. Voilà, c'est toujours un combat à chaque coup, hein. On sait jamais ce qu'on va prendre, on peut toujours le louper. Le poisson a sa chance, hein. Et puis, les conditions sont pas du tout les mêmes qu'en tant que professionnel d'hiver, hein. C'est un changement, ça permet de voir d'autres choses et puis de connaître plein de gens, hein. C'est sympathique. Faute de congre, ils ramèneront des lieux, des dorades et des coquettes qui pour certains iront nager dans le grand aquarium de Saint-Malo. Le reste de la pêche, Franck le partagera avec ses clients, qui au retour ne seront plus vraiment des clients. Jean-Paul, Martin, Philippe et Franck désormais se tutoient. En été, le marginal rapporte un peu moins, oui, mais il crée des liens et des souvenirs. Quand il s'agit de refaire le tableau à l'origine, beau travail de restauration au musée du Petit Palais pour un tableau de Courbet qui représente une scène rare chez ce maître du 19e. Il s'agit du départ de pompiers courant à un incendie. La surface du tableau est importante, sa détérioration le rendait intransportable. Cette œuvre sera à nouveau exposée l'été prochain. Gérard Delmaz, Daniel Lefebvre. Malgré l'art pompier, rares sont les tableaux sur les soldats du feu. Voici l'un des plus beaux, ce Courbet enfin restauré. Ouais, là, ils sont pas protégés, hein. Ils n'ont même pas de gants. Ils ont juste l'eau pour se protéger et puis c'est tout, quoi. Mais ils se rendaient à pied alors sur l'intervention? Apparemment, il n'y a pas de chaud. Il y avait déjà les badauds, hein.
Départ des pompiers courant à un incendie, 1850. Courbet inachevé qui avait besoin d'un sérieux coup de jeune. Regardez, mars 97, l'œuvre est usée par 5 restaurations pas toujours heureuses. Angoisse, la couche picturale se sépare, se dissocie de son support, une vieille toile de lin. Le restaurateur Daniel Chéron arrive au chevet du grand malade, 24 mètres carrés. Roule le cylindre un peu sur la barre, là. Le moindre faux geste et c'est la catastrophe. Il faut replacer l'ensemble de la couche peinte sur un nouveau support, une sorte de sandwich. La première couche est un molleton de polyester. Ensuite, protégé par un papier siliconé jaune. Là, on aperçoit la toile qui repose sur ce papier jaune. Et là, la toile est, disons, la consolidée. Toile est déjà un peu consolidée, oui. Et elle est fixée elle-même par un polyester souple, un deuxième tissu de polyester. Et enfin, la toile de lin qui consolide l'ensemble, recouvert lui-même par un silicone de couleur jaune. C'est alors le balai des fers à repasser pour sceller, uniformiser le réseau des craquelures. Autre formidable progrès, ce châssis révolutionnaire pince la toile, finit les clous qui déchirent. Désormais, on peut rouler l'immense surface pour les expositions hors du petit palais. Attention de ne pas couper la languette. Pour un siècle, le tableau du maître du réalisme a retrouvé son âme d'origine, la dramatisation voulue par Courbet qui a travaillé parmi les pompiers. 3 mois de savoir-faire et d'innovation, et voilà le travail. Cette énorme décalcomanie de luxe. Cinéma, avec Le Barbier de Sibérie. Ce film dont France 2, c'est-à-dire est coproducteur et réalisé par Nikita Mikhailkov. On lui doit notamment Soleil trompeur et Les yeux noirs, déjà primés à Hollywood et à Cannes. C'est à l'intérieur même du Kremlin qu'ont été tournées certaines scènes. Et c'est la première fois. Nicole Cornu-Langlois, Éric Mézy. La place des cathédrales à l'intérieur du Kremlin retrouve son passé. Depuis 1917, une telle scène était inimaginable. 500 figurants pour le passage en revue du bataillon d'élèves officiers par le tsar, auprès du bastion du pouvoir actuel. L'action du Barbier de Sibérie se situe de 1885 à 1905. 20 ans de passion, de douleur, de jeu et les prémices imperceptibles de la Révolution. Impression du réalisateur sur le Kremlin. Les toutes premières minutes, elles étaient très fortes. C'était une émotion bousculante, très très forte. Maintenant déjà on est dedans, on est en plein dedans, on regarde comment tourner. Et les rencontres insolites ne choquent plus. Portable, micro, talkie-walkie à la main, Nikita Mikhailkov dirige tout, mais se prépare aussi à être Nicolas II. Je préfère interpréter le tsar plutôt que Karl Marx. Il faut entraîner les figurants de l'armée à hurler « Bonjour, Votre Altesse impériale ». Parmi le public, les 2 héros du film, Julia Ormond, anglaise, Richard Harris, irlandais, tournent pour la première fois sous la direction d'un Russe. Il faut être comme un athlète pour travailler avec lui. Il faut avoir l'esprit vif et énergique, car il vous donne sans cesse de l'inspiration. C'est génial, c'est une totale improvisation. Oui, on s'amuse beaucoup. Nikita laisse tourner la caméra pendant une prise et les Russes continuent tout simplement. Cette fresque romanesque, cette superproduction franco-russe, devrait être prête au printemps, donc pour le Festival de Cannes. Dans le site de Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées, depuis 13 ans, le chantier théâtre de François Jox adapte un classique de l'art dramatique. Cette année, Roméo et Juliette. Le spectacle qui associe 25 comédiens amateurs et professionnels a été monté en 10 jours. Christophe Larocca, Xavier Arias. À Gavarnie, c'est par la marche que tout commence. Une demi-heure de promenade le long des torrents pour gagner l'esplanade de la Courade où depuis 13 ans, François Jox installe ses planches.
Le Roméo-Juliette qu'il monte cet été n'échappe pas à une formule bien rodée ici. Une vingtaine de comédiens hyper motivés qui ne disposent que de 10 jours pour mettre au point un classique du théâtre. Lisa est l'une des rares actrices professionnelles du spectacle. En acceptant le rôle de Juliette, c'est un défi qu'elle s'est fixé. En fait, j'avais beaucoup d'appréhension quand j'étais à Paris. Parce que je me disais, 10 jours pour monter Roméo et Juliette, ça va être terrible. Et en fait, on est tellement sur la brèche tout le temps que je me pose pas de questions, j'y vais. C'est tout. Les repères sont tellement, vous êtes tellement dessus que ça fait un peu artificiel. Un chorégraphe et un professeur de chant assistent le metteur en scène. L'œuvre de Shakespeare est soutenue à Gavarnie par la musique de Berlioz et les comédiens doivent sans cesse naviguer entre théâtre pur, danse et travail des voix. Jérôme est bénévole et c'est sa première participation à un grand spectacle. Ouais, il a l'air assez détendu. Ouais, complètement. Ouais. Surtout qu'on vient d'aller se baigner dans la petite rivière à côté. L'eau était un peu fraîche, mais on se sent bien. Le public est déjà là. Lisa est depuis longtemps dans les coulisses, concentrée à attendre le signal de départ. À quoi vous pensez là? Il y a plein de choses qui se bousculent, je peux pas te dire. Là, ça commence. J'ai peur, quoi. Le but, c'est de faire une grande cérémonie de théâtre, enfin cérémonie, oui, on peut dire, de pèlerinage laïque de théâtre de foule dans un lieu qui est prêt à les accueillir et qui permet de confronter un petit peu la création tout court avec la création humaine, les grandes œuvres humaines avec la grande œuvre du créateur. Cependant, la magnificence du cirque de Gavarnie ne pourra rien pour les amants et c'est sous la voûte céleste que Roméo et Juliette subiront leur ignoble destin. Voilà, puis une dernière information de sport. Les Français en Afrique du Sud dans les championnats du monde d'escrime viennent de s'attribuer un deuxième titre mondial par équipe. Après l'épée, ils remportent donc la médaille d'or par équipe en sabre. On voit ici la victoire des Français. Notons que chez les épéistes françaises, elles ont sauvé l'honneur en s'emparant de la médaille de bronze du tournoi, toujours donc à l'épée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la météo par Laurent Romeshko. Le dernier journal présenté par Véronique Tavaux aux alentours de 0h30. Je vous retrouve demain à 13h et à 20h. Bonne soirée à tous sur France 2.